They seek him here, they seek him there, those Frenchies seek him everywhere. Is he in heaven or is he in hell, that damned elusive Pimpernel? Un amateur de pop britannique des années 1960 reconnaîtrait peut-être ici les premiers vers d'une iconique chanson des Kinks, Dedicated Follower of Fashion. Il n'aurait pas tort, puisque c'est ce quatrain qui a inspiré le célèbre groupe Mods. Il est tiré du roman de Scarlett Pimpernel, paru au Royaume-Uni en 1905, qui raconte les aventures du héros éponyme, mieux connu en français sous le nom de Mouron Rouge. Le discret hommage des Kinks n'est qu'un exemple parmi d'autres de l'immense popularité que ce personnage connut au Royaume-Uni et dans les Dominions jusque dans les années 1950. Quasiment oublié en France, où la série connut pourtant un grand succès, le Mouron Rouge, c'est la révolution ridiculisée à chaque page. Le personnage principal est un aristocrate, Sir Percy Blakeney, qui cache son identité sous le nom de cette petite fleur sauvage. À la tête d'une ligue de 20 jeunes gens, tous issus de la même caste, il entreprend de sauver des aristocrates français menacés par la terreur. Cette période s'étend dans le roman du 10 août 1792 à la chute de Robespierre, c'est donc une terreur très maximaliste. Chaque épisode de la série, qui compte 11 romans et 2 recueils de nouvelles publiés entre 1905 et 1940, décrit les péripéties du Mouron Rouge pour libérer de pauvres Français condamnés. Très souvent, ceux-ci sont utilisés comme appât par l'impitoyable ennemi du Mouron Rouge, Armand Chauvelin, un aristocrate renégat, ambassadeur d'abord de France à Londres, très librement inspiré de Bernard François, marquis de Chauvelin, brièvement ambassadeur à Londres entre le printemps 1792 et le 1er février 1793. Malgré les pièges diaboliques qui lui sont tendus, le Mouron Rouge s'en sort systématiquement dans un grand rire qui résonne comme l'ultime humiliation des affreux terroristes. En somme, ce héros est l'incarnation du noblesse oblige, tel que le figure sa créatrice, la baronne Orczy, née en 1865 et morte en 1947. Cette aristocrate hongroise, issue d'une famille de grands propriétaires terriens proches des Habsbourg, a quitté la Hongrie en 1870 après que les terres de son père ont été en partie incendiées par ses métayers et ses fermiers. Après un passage par Bruxelles puis par Paris, la famille se fixe finalement à Londres en 1880. C'est au Royaume-Uni, dont elle décide de faire sa patrie et dont elle embrasse la culture et l'idéologie impériale, qu'elle va construire sa vie, et c'est en anglais qu'elle écrit toute son œuvre. Bien qu'elle ait commencé à écrire au milieu des années 1890, c'est le Mouron Rouge qui va lui apporter la célébrité et une fortune certaine dès 1905. C'est cette année-là, en effet, que paraît le premier roman de la série, chez Greening & Co., et simultanément que sort une pièce tirée de ce roman lorsque son autrice cherchait un éditeur. Malgré une épouvantable critique théâtrale, décrite par la baronne Orczy elle-même comme la pièce qui a fait le plus gros four de l'histoire du 1er XXe siècle, la pièce s'installe comme l'un des plus grands succès du théâtre britannique de la première moitié du siècle, près de 2000 représentations. Le roman, quant à lui, se vend très bien, donnant lieu à une suite, I Will Repay, traduit par Le Serment en français, dès 1906. Ce succès ne se limite du reste pas au monde anglophone, puisque son œuvre fut traduite dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie et en France. Dans ce dernier pays, la pièce est adaptée en 1912 par un dramaturge, traducteur et maître d'armes de renom, Jean-Joseph Renaud. Le roman est quant à lui traduit dès 1913 par Marcel Henriot-Bourgogne, habitué de traduction depuis la langue anglaise, en collection Nelson. Les tomes suivants, Première Guerre mondiale oblige, seront adaptés à partir de 1929 par Charlotte et Marie-Louise Desroise, très probablement des pseudonymes qui signèrent également des traductions de Dickens. En plus de l'analyse de cette œuvre, c'est la circulation et le problème de la médiation de celle-ci entre la France et le Royaume-Uni qui nous intéressera aujourd'hui. Celle-ci ne se limite du reste pas à la littérature, puisque l'adaptation du premier film parlant consacré au Mouron Rouge est un révélateur des tensions culturelles franco-britanniques dans les années 1930. Il nous faut donc nous intéresser à un apparent paradoxe. Un roman populaire, immense succès public, à un moment où le roman historique est un genre déclinant, et dont le héros est un aristocrate qui secourt presque exclusivement des aristocrates ou des personnages ayant embrassé la cause de l'aristocratie menacée, et qui ne cesse de ridiculiser un peuple grotesque. Le contexte de rivalité impériale et culturelle forte entre la France et le Royaume-Uni interroge également la réception différenciée de cette dramaturgie démophobe dans les deux pays. La langue originale et le français investissent en effet ces romans et leurs adaptations d'un sens différent, supposément plus acceptable par les publics nationaux. Le roman marque avant tout un renouvellement, en tout cas une simplification du genre historique. Oui, j'aime bien votre livre, mais le public ne s'intéresse pas à ce genre de choses. L'époque du vieux Dumas et des Trois Mousquetaires est aussi révolue que celle du dodo. Donnez-leur quelque chose de moderne, quelque histoire d'aujourd'hui, pas des trouvailles romantiques d'un passé dont ils n'ont plus rien à faire. Selon la baronne, c'est ainsi que près d'une douzaine des plus prestigieuses des maisons d'édition londoniennes, Cassell, Macmillan, Heinemann, sont citées, refusèrent son manuscrit entre 1901 et 1903.
Ce déclin du genre historique, précisément analysé par Dominique Khalifa dans le cas français, où il a montré qu'à partir des années 1880, il était progressivement supplanté par de nouveaux genres, se retrouve au Royaume-Uni. La concurrence du roman d'aventure, du roman patriotique ou du roman policier s'y font également sentir. Et, du reste, en 1901, la baronne Orczy publiait un recueil de nouvelles intitulé « The Old Man in the Corner », qui mettait en scène un type d'enquêteur en chambre très inspiré par l'immensément populaire Sherlock Holmes. Le Mouron Rouge est avant tout une sorte de pot-pourri des genres à la mode. Avant de se lancer dans l'écriture du Mouron Rouge, la baronne Orczy s'est fait la main pendant presque une décennie en écrivant des nouvelles pour divers magazines et journaux. Elle raconte ainsi qu'au moment où elle se résolut à gagner sa vie en écrivant, elle acheta de nombreux exemplaires de magazines à la mode pour se faire une idée du style et des attentes formelles et narratives de chacun. Ces romans portent la trace de cette analyse comparative des pratiques et des réussites éditoriales, puisque si la série des Mourons Rouges se situe bien dans le passé, la baronne Orczy y mêle allègrement des genres qui connaissent un grand succès à l'époque. 3 d'entre eux se distinguent tout particulièrement. D'une part, le Mouron Rouge est un roman patriotique. Que ce soit dans les romans, dans les autres textes qu'elle écrivit à propos de ceux-ci, et même dans le regard de ses contemporains, la cause est entendue. Le Mouron Rouge est une incarnation du héros britannique et son alter ego, Sir Percy Blakeney, est la quintessence du landed gentleman britannique. Chaque histoire montre combien il lui est facile de ridiculiser les Frenchies du quatrain. Le Mouron Rouge, c'est bien sûr l'histoire d'un aristocrate qui tourne le peuple en ridicule, mais c'est aussi le récit des triomphes répétés du peuple anglais sur un peuple français bien balourd. Policier, le Mouron Rouge l'est également dans sa capacité à résoudre des situations extrêmement complexes dont il sait toujours sortir vainqueur. Il reprend également un autre code du roman de détective, puisqu'à la manière d'un Sherlock Holmes, il évolue en marge des autorités, complètement libre d'agir et de réfléchir à sa guise. Enfin, les Mourons Rouges sont des romans sentimentaux. C'est l'une des caractéristiques de cette série. Chaque épisode met en scène les amours d'un des personnages principaux, qu'ils fassent partie des sauveurs ou des secourus. En général, l'histoire d'amour est entremêlée au reste de l'aventure. C'est souvent par amour qu'on tombe dans les pièges tendus par le froid et calculateur Chauvelin, mais ce sont également les vrais amoureux qui, plus souvent qu'autrement, échappent au péril mortel. Ce mélange des genres, littéralement, impressionne d'autant plus le lecteur que le contexte dramatique de la Révolution est sans cesse mis en avant par la baronne, jamais à court d'épithètes pour dépeindre l'atmosphère angoissante qui pèse sur la France. Et au centre de ce mélange de genres, on trouve un personnage démiurgique, le Mouron Rouge. Celui-ci a certaines caractéristiques du héros de romans historiques classiques, principalement d'Artagnan et Robin des Bois, qu'elle cite très régulièrement. Il se voit cependant doté de caractéristiques nouvelles, appelé à avoir une immense prospérité romanesque. C'est particulièrement le cas de son identité secrète. Le masque du Mouron Rouge lui permet de devenir le véritable metteur en scène de ses propres aventures. Si, pour le reste, il est un héros assez unidimensionnel, doté d'une incroyable force physique, d'une immense fortune, il parle plusieurs langues, le mystère qui l'entoure participe à la dynamique de chaque roman, alors que seuls ses compagnons, sa femme, et, depuis le premier roman, Chauvelin, son ennemi juré, savent qui il est. Alors que Sir Percy Blakeney feint la niaiserie pour être d'autant moins soupçonné, ce décalage crée une frustration chez le lecteur qui aimerait voir son héros tomber le masque et recevoir les louanges qu'il mérite. Cette double identité dont il semblerait que la baronne Orczy fût la créatrice eut une immense postérité éditoriale. Le créateur de Zorro, Johnston McCulley, et celui de Batman, Bob Kane, se seraient inspirés du héros britannique pour inventer leur personnage. Bien plus, le don de Sir Percy Blakeney pour le déguisement et sa prodigieuse intelligence lui donnent toujours plusieurs coups d'avance sur des adversaires qui semblent incapables de trouver la faille. Le peuple français, foule informe et inquiétante, est, bien évidemment, le premier objet des mauvais tours du Mouron Rouge. Donc il faut voir comment il se fait le metteur en scène d'un peuple français grotesque et inquiétant. Tout d'abord, et c'est évident dans tous les romans, le peuple est laid, cruel et ivre. La scène initiale du Mouron Rouge ne laisse peu de doute sur la question, elle se déroule barrière de Neuilly à l'automne 1792. Sans transition, la romancière nous fait basculer dans un Paris terrifiant, aux mains d'une populace haineuse qui a transformé la ville en une vaste prison. La porte en question est particulièrement hermétique. Le terrible et hâbleur sergent Bibot, qui y officie, est en effet doté d'un sens aigu de chasseur d'aristocrates. Autour de lui, la baronne fait le portrait d'un peuple inquiétant, tandis que tous les clichés de la caricature contre-révolutionnaire défilent. Peuple grossier et aviné, tricoteuse avide de sang, célébrant la violence. Chaque roman déploie un peu plus ces clichés démophobes dans de nombreuses scènes de foule qui permettent de préciser la caricature. Le Serment, le deuxième opus de la série, qui se termine par une gigantesque émeute orchestrée par le Mouron Rouge, déguisé en homme du peuple pour déstabiliser la ville et s'échapper avec ses compagnons, permet d'étudier cette caractérisation du peuple. On y retrouve deux motifs récurrents de la littérature contre-révolutionnaire.
l'intempérance d'un peuple soûl et la bestialisation de la femme en contexte révolutionnaire. À propos de l'émeute, elle décrit un spectacle inoubliable que celui de cette horde humaine, trempée par la pluie, ivres de leur fureur et de l'eau de vie absorbée aux divers cabarets de la route. Tous les manifestants hurlaient. Et les femmes du peuple se distinguent particulièrement. Je reprends, tous les manifestants hurlaient, les femmes plus fortes que les autres. L'une d'elles traînait au bout d'une corde, un bout de corde qui, espérait-on, pourrait être utile. En un sens, elles sont ici déchues de leur condition féminine, telle que cela représentait la conservatrice baronne, dès lors qu'elles participent à l'agitation révolutionnaire. Cette laideur du peuple n'est jamais mieux mise en valeur que par le Mouron Rouge lui-même, puisque chaque roman est en effet l'occasion pour lui de s'accoutrer comme un sans-culotte afin de mieux tromper ses adversaires. À la fois costume de super-héros et moment burlesque, ces déguisements visent toujours à l'enlaidir. Un détail lourdement souligné dans la narration, tandis qu'il agit de façon outrancière et grotesque. Voix rude, violence du ton et des gestes, ivresse feinte. Alors, si la baronne n'a aucune excuse pour ce peuple violent, elle explique un petit peu la violence du peuple révolutionnaire en mettant en avant l'archaïsme de l'aristocratie française, montrant dans des scènes d'une grande brutalité, souvent dans les prologues de ces épisodes, des aristocrates français humiliant les paysans vivant sur leurs terres, causant souvent des histoires de vengeance assez complexes qui se résolvent pendant la Révolution. Inversement, l'aristocratie britannique qu'elle met en scène dans les passages qui se passent en Angleterre est un exemple de modération et de cohésion sociale. En un sens, l'aristocratie britannique semble anticiper les codes et les pratiques de la fin de l'époque victorienne et de l'époque édouardienne, tandis que l'aristocratie française, parfois quasiment féodale, apparaît complètement arriérée. On retrouve ici le burkisme assez rudimentaire de la baronne Orsi. Cette foule en fureur, alimentée par l'injustice, est facilement manipulée par les révolutionnaires. Chauvelin, Merlin d'Audouais ou encore Robespierre, qui est une ombre inquiétante planant sur tous les romans, savent la retourner pour arriver à leur fin, une dictature impitoyable. Le cynisme des conventionnels à l'égard du peuple parisien est ainsi régulièrement mis en scène. C'est dans leur lutte de faction, car ils paraissent sans idéaux, sans autres objectifs que de s'assurer le pouvoir suprême, que le peuple est le plus utile. On perçoit ici l'influence de Gustave Le Bon, immensément populaire au Royaume-Uni dès sa traduction chez Fisher et Unwin en 1896. Pour reprendre certains de ces concepts, Le Mouron Rouge, la série de romans, décrit la détermination des actions d'une foule hétérogène très nombreuse par une foule homogène bien moins nombreuse, des conventionnels assoiffés de sang et de pouvoir. Cependant, si la foule est manipulable par les conventionnels, cette arme peut se retourner contre eux. Et de fait, c'est ce que fait le Mouron Rouge. C'est ce à quoi il excelle en fait, puisque ces déguisements servent autant à pratiquer l'évasion et à n'être jamais là où on l'attend, qu'à se servir de la foule. La masse brute et ivre que les romans ne cessent de présenter comme une menace devient alors une force maîtrisée par un héros aux qualités exceptionnelles. Ainsi, après avoir suscité une émeute, Blakeney dit ceci à ses compagnons: « Nous allons nous mêler aux émeutiers, et il faudra crier, gesticuler comme eux, calquer en tout votre conduit sur la leur. Méprisable, le peuple leur est parfois bien utile. » On retrouve ici l'écho de la détestation du peuple de la baronne qui est source d'un véritable plaisir de lecture, un peu paradoxal pour le lecteur. Puisque la baronne Orsi, dont les opinions politiques sont connues, encore qu'elle s'exprime assez peu directement sur elle, était très proche du Parti conservateur, des Tories en Angleterre, et alla jusqu'à louer, à faire un éloge du Mussolini des premières années, dans les années 1920, éloge qu'elle ne renia pas dans son autobiographie, publiée pourtant en 1947. On ressent chez elle l'idée que le peuple doit être contrôlé, maîtrisé d'une main ferme. On peut remonter ici à l'épisode traumatisant, très lourdement mis en scène dans son autobiographie, de l'incendie de la propriété de son père en Hongrie, incendié par des fermiers et des métayers furieux des innovations technologiques que voulait introduire son père, qui est une sorte de physiocrate hongrois du XIXe siècle, pour moderniser l'exploitation agricole. L'exil qui s'en est suivi, autant que la violence de cette nuit d'incendie, connue alors qu'elle avait 3 ans, sont réinterprétés par la romancière adulte comme une preuve de la violence intrinsèque au peuple. Elle écrivit d'ailleurs un roman, l'année d'après Le Mouron Rouge, intitulé A Son of the People, qui met en scène la destruction d'une grande propriété magyare par les paysans. Peuple français, hongrois, colonisé. Dans d'autres romans, elle qualifie les Éthiopiens, par exemple, de wretched, c'est-à-dire des gens à la fois misérables et maudits. Il semble bien que la démophobie de la baronne Orsi ne souffre qu'une exception, le peuple britannique, héros implicite du Mouron Rouge, régulièrement loué pour son bon naturel. Les scènes mettant en scène des archétypes du peuple, l'aubergiste, le domestique, quelques paysans, insistent toujours sur l'harmonie des relations sociales au Royaume-Uni, miroir inversé de la violence et de la désunion qui règne en France. Cette harmonie apparaît comme l'émanation d'un pays réellement libre, qu'elle oppose systématiquement à la fausse liberté qui régnerait en France, et donc bien gouverné.
Finalement, ce roman, qui est un roman contre-révolutionnaire, s'inscrit dans un double contexte. Dans la version originale, c'est un écho des affrontements coloniaux et géopolitiques. Sally Dugan, qui est l'autrice des rares travaux universitaires consacrés à la baronne Orsi, a insisté sur la Englishness du Mouron Rouge à l'époque où le Royaume-Uni connaissait l'apogée, puis le début du déclin de son empire. L'étrangeté, l'inquiétant exotisme même du peuple français, auquel doit se mêler Blakeney pour accomplir son devoir, n'est pas sans rappeler celle des peuples non-européens que croisent les héros de romans d'aventure, qui connaissent un énorme succès en Europe de l'Ouest à la fin des années 1890 et jusqu'à la Première Guerre mondiale. Ce contexte colonial prend particulièrement de sens lorsqu'on pense à la rivalité franco-britannique. De fait, dans le récit que la baronne fait de la jeunesse de son héros, elle raconte que l'idée de celui-ci lui est venue pendant un séjour à Paris qui fut marqué par les avanies qu'elle et son mari durent supporter, alors qu'en pleine guerre des bourgs, Jacob Kruger, chef des Afrikaners révoltés, était triomphalement reçu à Paris en 1900. Elle décrit avec inquiétude les foules immenses qui l'accueillirent à la gare de Lyon et plus généralement insiste souvent sur l'anglophobie des Français. Ce contexte de rivalité coloniale et la francophobie qui imprègne les premiers volumes de la série sont presque plus importants pour le public britannique que le ton résolument contre-révolutionnaire dont il est imprégné. C'est moins le ridicule du peuple qui procure un certain plaisir de lecture que le ridicule des Français. Nombre d'expressions méprisantes pour la France ou les Français, petit Frenchie incapable de s'emparer du Mouron Rouge, se retrouvent dans la série. C'est bien pour cela que la traduction du Mouron Rouge en français est bien plus une adaptation qu'une traduction littérale du texte. En effet, si le triomphe éditorial de la série au Royaume-Uni finit par pousser la maison Nelson, basée en Écosse, à lancer une version française, celle-ci est considérablement amendée. La comparaison des deux versions montre que les Mourons Rouges en français sortent expurgés d'une partie des commentaires francophobes et, en un sens, recentrent les romans sur leur contenu contre-révolutionnaire. Jean-Joseph Renaud, dans son adaptation de la pièce, va encore plus loin, puisque la scène de la barrière de Neuilly est pleine d'insultes anglophobes, qui est pleine de roast-beef, d'anglish, etc. Le film, et je conclurai là-dessus, est peut-être le meilleur exemple de cette réorientation contre-révolutionnaire du Mouron Rouge, puisque le film britannique, sorti en 1934, reprenait les codes du roman. Le film français sort en 1936 avec un doublage qui transforme radicalement l'intrigue, puisque le personnage de Sir Percy Blakeney change de nom et s'appelle désormais Pierre de Bernay. Il devient un émigré français héroïque. Sur les écrans en mai 1936, un mois après l'élection du Front populaire, le Populaire, le journal de la SFIO, ne s'y trompe pas, parlant d'un parti pris politique trahi par un ouvrage assez faux. Alors que les tensions politiques internes sont à leur comble, le Mouron Rouge redevient en somme un personnage contre-révolutionnaire, mystificateur du peuple et de la Révolution. Cette dualité des réceptions françaises et britanniques, en contexte colonial et dans le contexte strictement politique des affrontements entre républicains et extrême droite, ou en tout cas droite antilibérale en France, se retrouve en un sens jusqu'à aujourd'hui, puisque si d'un côté les Kings reprennent dans leur œuvre qui ne cesse de se moquer du passé impérial du Royaume-Uni le thème du Mouron Rouge, en France, la dernière édition du Mouron Rouge date d'il y a un an, elle est sortie aux éditions du Triomphe, une maison d'édition très proche des milieux catholiques intégristes, qui reprennent les codes du roman contre-révolutionnaire et mettent en avant le Mouron Rouge comme un exemple de plus de la violence de la Révolution française. Je vous remercie, j'ai complètement dépassé le temps.